J'ai le plaisir de présenter Sébastien Grisel, qui est directeur de recherche CNRS à l'Université de Rennes. Il a fait sa thèse en système dynamique à Orsay et il va nous parler de l'assistant de preuve et le système dynamique. Merci pour l'invitation, merci à tous d'être ici. Si on pense au travail d'un mathématicien, historiquement, on dit qu'un mathématicien travaille essentiellement avec un papier, un crayon, éventuellement un tableau de trait, parfois des collaborateurs pour discuter, c'est intéressant. Un cerveau, du café, ça peut servir aussi. Et d'ailleurs, il y a l'ordinateur qui est arrivé depuis en gros les années 70 et qui a changé pas mal de choses dans cette perspective. Alors, au quotidien, on utilise tous communiquer avec des collaborateurs qui sont à tout le monde, on fait des réunions Zoom, on met les choses ensemble avec une bibliothèque, mais aussi pour se construire des intuitions. On est en des simulations, on regarde ce que ça donne, on essaie de deviner ce qui va être vrai, ce qui n'a aucune chance d'être vrai, on va pouvoir démontrer ou pas. L'intuition n'est pas toujours suffisante. Dans l'exposé de Pierre Berger, on a vu plein de belles images qui nous suggèrent que les choses doivent être vraies, et les mathématiciens s'y cassent les dents depuis plus de 40 ans. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu des images d'ensemble de Julia. C'est des images magnifiques. Il faut savoir que Julia, il a fait ses travaux dans les années 1920, il n'avait pas d'ordinateur, il a développé toute la théorie, et ses travaux sont plus ou moins tombés dans l'oubli. Et c'est reparti, et ça a été foisonnant à partir du moment où Wally et Lola ont sorti des images d'ensemble de Julia, ont vu à quel point c'était magnifique. Il faut savoir que les mathématiciens sont quand même beaucoup guidés par la beauté, et ça a motivé plein de gens pour retourner dans ce champ-là. Je trouve ça incroyable que Julia était capable de faire une théorie sans voir la moindre image, de même que la figure de Poincaré, mais aussi la construction d'une intuition quand on peut pas faire de simulation, c'est quelque chose d'incroyable. Donc moi, je vais vous parler d'utilisation d'ordinateurs qui est encore beaucoup plus récente et pour faire quelque chose d'un peu différent. Je ne vais pas essayer de me construire une intuition, je vais essayer de discuter avec l'ordinateur. Et je vais vous demander de me garantir que mes phrases sont correctes. Ce que ça veut dire, quand on fait une démonstration, en tant que mathématicien, moi j'ai des objets très clairs en tête. Je réfléchis à ces objets, j'essaie de les comprendre. Et le meilleur moyen de les comprendre, c'est de démontrer les choses, donc de faire des arguments logiques, des enchaînements logiques pour vraiment mettre en base des propriétés qui sont vraies ou qui sont fausses sur ces objets. Et ça, c'est le point de vue du mathématicien qui travaille, qui a une relation un peu platoniste, qui travaille sur des vrais objets qui existent quelque part. Mais une démonstration de maths, c'est aussi, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, c'est tout de suite de symboles. On va respecter certaines règles, les règles de la logique. Si on est en train de démontrer un théorème, on a le droit d'utiliser les hypothèses de ce théorème, on a le droit d'utiliser des lemmes qu'on a démontrés avant. On doit respecter les règles de la logique et c'est tout. Et donc, dans un sens très formaliste, c'est quelque chose d'assez simple en fait, une démonstration. En particulier, c'est quelque chose qu'on peut expliquer à un ordinateur. L'ordinateur est stupide, par définition, mais si on lui rend quelques règles toutes bêtes et on lui dit est-ce que tu peux vérifier que ces règles sont vérifiées dans la démonstration que je t'explique, l'ordinateur il peut dire oui, il peut dire je ne comprends pas. S'il ne comprend pas, il va vous rajouter des détails, vous l'expliquer un petit peu mieux, et le jour où vous avez suffisamment de détails, l'ordinateur est convaincu, il peut tout vérifier, il vous dit oui c'est bon, et là vous êtes sûr que c'est bon. Vous me direz à quoi bon? Parce que les mathématiciens sont quand même des gens extraordinaires. Ils n'ont pas besoin de ça en général pour savoir que leurs démonstrations sont correctes. En tout cas, la plupart du temps. Alors, c'est une vision essentiellement vraie, mais un peu idéalisée quand même. Et je voudrais commencer par 2-3 anecdotes pour vous raconter un peu pourquoi ces histoires d'assistants de preuve, ça peut quand même être utile dans notre vie. Je veux commencer par l'histoire d'un challenge qui a été posé à la communauté des assistants de preuve par un certain Peter Scholzoll. Peter Scholzoll, c'est un mathématicien allemand ici
ici, qui est prise en 2018, et qui a posé un challenge que vous voyez écrit sur l'écran. Il avait démontré un théorème, et ce théorème était fondamental pour lui pour l'utiliser comme une boîte noire à partir de quoi construire une théorie entière. Et ce théorème était extrêmement technique, extrêmement compliqué, mais c'était vraiment fondamental pour construire toute la suite de sa théorie. Et ce théorème était tellement compliqué que Scholzer n'a trouvé aucun collègue pour dire oui, j'ai regardé les détails et j'y crois. Le collègue, après, ils avaient regardé les conséquences de ce théorème, de toute la théorie, ils avaient dit c'est super. Il y a eu plein de groupes de travail et aucun groupe de travail n'était rentré dans les détails de ce théorème. Scholzer était très embêté parce que, en fait, il avait l'impression de pas bien comprendre sa preuve, il n'était pas complètement sûr que c'était vrai. Il était sûr en disant à 99%, et c'était pas assez pour lui parce qu'il voulait construire plein de choses à partir de ça. Et donc il s'est dit, si un assistant de preuve pouvait me certifier que ma preuve est correcte, là, c'est sûr à 100%, et je serais plus confiant pour la suite. Et donc il a lancé ce challenge avec la communauté, est-ce que vous pourriez m'aider à formaliser ça? Et spoiler, ça a été formalisé, c'est bon, et donc il a le droit de continuer à travailler sur les conséquences de sa théorie. En fait, il y avait des fautes mineures dans sa preuve, mais quand on écrit une démonstration, il y a toujours des fautes mineures. Mais en général, on a une bonne intuition de ce qui se passe et ça se répare rapidement. Et là, ça se réparait très bien. Cela dit, après la formalisation, Scholzer a expliqué que le principe de formalisation lui fait mieux comprendre sa preuve. Le bonus, c'était pas juste savoir ce que c'est vrai, c'était il y a aussi un rapidement la pensée mathématique, qui était une conséquence de ce challenge. Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Ça fait 8-9 ans que je formalise des maths. Et à un moment, j'avais besoin de formaliser un papier de Chour, que vous voyez le papier. C'était le thème principal de sa thèse, donc ça a été vérifié par lui-même, par le directeur de thèse, par les rapporteurs de la thèse, par le rapporteur des papiers, donc au moins 5 personnes avaient lu ça en détail. Et c'était très joli. Et quand c'est très joli, on pensait que c'est juste. Et c'était très joli, sauf que la dernière ligne de la preuve, l'inégalité qui était dans le mauvais sens. Qui faisait que l'inégalité, que le résultat principal se cassait complètement la figure. La plupart du temps, quand il y a des petites erreurs, comme je vous ai dit, ça se répare. Là, ça ne se réparait pas bien. Et on s'en est rendu compte par ce processus de formalisation, donc en discutant avec les assistants. Il se trouve qu'en l'occurrence, on a réussi à réparer ça. Et ça nous a fait un petit peu de temps de discuter, et à faire un autre papier où on a corrigé la preuve du résultat. Et en plus, dans ce papier, Chour avait une constante, c'est pas très important, mais sa constante était de l'ordre de 10 puissance 15. Et quand on a raffiné, quand on a expliqué à l'ordinateur, on s'est dit, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'optimiser la constante, parce que l'ordinateur il va vérifier, et donc on sera sûr de notre constante. Et enfin, on a remplacé son 10 puissance 15 par 92. Ce qui est vraiment mieux, et ça n'aurait aucun sens de faire ça si on n'avait pas formalisé la preuve, parce que c'est tellement technique qu'on aurait été sûr de se planter quelque part, d'oublier un cas particulier ou des choses comme ça. Donc ça fait partie des bénéfices des assistants. Donc là, vous pouvez avoir l'impression que je critique un peu Chour, son directeur de thèse et ses rapporteurs, mais petite leçon d'humilité personnelle. Quand j'ai formalisé un de mes papiers, je me suis rendu compte que même si j'écrivais des bêtises, plus précisément, deux lignes là, c'était un papier que j'avais écrit avec un co-auteur, et le co-auteur m'avait dit, mais t'es vraiment sûr là? Je lui ai dit oui, je suis vraiment sûr. Et puis après, j'ai voulu le formaliser, et en le formalisant, je me suis rendu compte qu'après j'avais tort d'être bien sûr, parce que c'est une subtilité de théorie apodique qui était très bien connue dans les origines de la théorie apodique, disons dans les années 60 ou 70, mais un peu oublié maintenant, et donc j'avais menti. J'avais dit on peut passer à l'extension naturelle, mais pas besoin de savoir ce que c'est. Il se trouve que ceci n'est vrai que quand on est sur un espace de Lebesgue standard, il fallait d'abord pencher sur un espace de Lebesgue standard. Et ça a multiplié la valeur de la formulation par 2, parce que j'ai besoin de faire tous les prérequis sur l'espace de Lebesgue standard. Bref, là c'était plus qu'une typo, mais c'était pas une vraie erreur, ça se faisait pas très bien. Et je suis sûr que j'en aurais jamais pris conscience si j'avais pas essayé de formaliser les choses. Donc, qu'est-ce que c'est un assistant de preuve? Un assistant de preuve, c'est intermédiaire entre un langage de programmation et formalisme mathématique. Donc, c'est idéal pour les mathématiques geeks.
Pierre, tu devrais faire ça. Là, je vous ai donné un exemple dans un assistant prof qui s'appelle Isabelle, théorème de Birkhoff que vous avez vu tout à l'heure. Je suis désolé parce que j'ai vu Birkhoff, donc je me suis dit je vais énoncer Birkhoff et je n'ai pas mis la même version que toi. Mais dans Isabelle, voilà à quoi ressemble un énoncé. On se fixe une fonction qui a un certain espace caractère. Donc là, on a une mesure de programme, un système dynamique. On suppose que la fonction est intégrable. Et alors, pour presque tout point, la somme de Birkhoff de f divisé par n, c'était les moyennes que vous aviez vues dans l'exposé de liste. F de x, f de tx, f de t car x, etc. Je divise par n et ça tend vers une limite. Et dans l'exposé des Lise, si on avait cette hypothèse d'ergodicité, la limite des moyennes temporelles, c'était la moyenne spatiale de la fonction. Et il se trouve qu'il y a une version de théorème de Birkhoff un tout petit peu plus compliquée qui marche même quand le théorème n'est pas ergodique. Et à ce moment-là, ça donne quelque chose qui s'appelle une espérance conditionnelle. Et voilà à quoi ressemble l'énoncé du théorème de Birkhoff général quand on tend vers une espérance conditionnelle dans cette assistance de preuve qui s'appelle Isabelle. Alors, je pourrais passer mon temps à vous faire du blabla comme ça en une demi-heure et ça serait pas mal. Mais je me suis dit que j'avais envie de vous montrer à quoi ça ressemblait vraiment. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un autre assistant de preuve qui s'appelle MIM, avec une bibliothèque open source, Navi, qui est en cours de développement avec une communauté qui est assez grande. En gros, on a formalisé le tradition au niveau agrég et on commence à avoir quelques maths un peu plus avancées en fonction des goûts personnels des contributeurs. C'est le principe de l'open source. Si quelqu'un qui aime un sujet dans certains résultats. Et j'avais commencé à faire de l'Isabelle, donc que vous voyez ici, et je me suis tourné moi-même vers Lynn, et je vais vous présenter Lynn. Je vais faire une petite démonstration interactive de à quoi ressemble un assistant de preuve. Alors le thème de la journée c'est le système dynamique, donc je vous ai montré Birkhoff. Je ne vais pas vous montrer la preuve de Birkhoff en ligne, parce que déjà la preuve de Birkhoff est en maths, et Lynn l'a pas dit, mais ça implique la forme des grands nombres, la forme des grands nombres. Les hypothèses minimales que la fonction est juste intégrable, c'est dur, c'est astucieux. Donc je ne vais pas vous montrer ça, je pourrais vous montrer les trucs de logique de base. Si on a P et Q, alors on a Q et P, et ça ne serait pas très intéressant. Donc j'ai choisi de vous présenter le résultat le plus basique auquel on puisse penser quand on fait de la dynamique. Et le résultat le plus basique, pour moi, c'est la chose suivante. Je vais faire de la dynamique sur un ensemble fini. Sur un ensemble fini, vous partez d'un point, vous le serrez. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez quitter un moment parce que c'est pas possible que votre orbite soit plongée dans l'espace, parce que votre orbite serait infinie et l'espace est fini, donc il va y avoir deux itérés qui vont être les mêmes. Et comme il y a deux itérés qui vont être les mêmes, si vous regardez la première fois où ça boucle, ça va vous dire qu'il y a un point périodique. Voilà le théorème dont j'ai envie de vous illustrer la démonstration dans l'assistant de preuve favori actuel, c'est un génie. Et donc, vous pouvez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça a vraiment un goût de langage de programmation avec une fonction qui prend en entrée un objet qui se trouve être un espace. Il prend en entrée une fonction qui va de x dans x. Il prend en entrée une hypothèse que l'espace est fini et il vous renvoie quelque chose comme une fonction informatique, sauf que vous renvoie. C'est une assertion, il existe un point x dans votre espace, alors c'est n, tel que la puissance n de x est égale à x. Et donc ça ne s'appelle pas fonction, ça s'appelle nem, mais ça ressemble vraiment à une fonction dans le langage de programmation classique. Alors il se trouve que tel que je vous l'ai écrit, c'est faux. Donc ce nem, je peux essayer aussi fort que je veux, je n'ai pas réussi à la démontrer. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Alors, c'est assez facile de voir pourquoi, parce qu'il y a le lemme juste en dessous dans lequel j'ai rajouté une hypothèse. Le premier lemme n'est pas vrai, parce que votre espace X pourrait être vide. Si vous avez une dynamique sur un espace vide, vous aurez du mal à trouver un point périodique à l'intérieur. Donc, cet énoncé, je ne vais pas réussir à démontrer. Je vais donc me concentrer sur le deuxième énoncé, que j'ai appelé vrai résultat.
qui prend en entrée à nouveau un espace, une fonction, et en plus des hypothèses que x est fini et non fini. Et la conclusion, c'est qu'il existe un point x à l'antenne tel que fn de x est égal à x. Et ça, c'est l'énoncé. Maintenant, je vais essayer de faire la démonstration. Comment est-ce qu'on fait une démonstration? Vous voyez à droite, il y a un contexte qui me dit là où j'en suis. Là où j'en suis, bah, c'est j'ai les objets qui sont dans mon contexte. Voilà, j'ai mon espace, j'ai la fonction, j'ai les deux hypothèses, et la fonction que je veux faire, c'est que je dois trouver un point x à l'antenne que fn de x est égal à x. Et je vais travailler sur la preuve, et au fur et à mesure, le contexte dans lequel je suis va évoluer. Si j'obtiens des informations supplémentaires, des résultats intermédiaires et tout, ils seront disponibles dans mon contexte pour que je les applique. Donc là, la première chose que je fais, c'est que, comme l'espace est non vide, je peux obtenir un point à l'intérieur. C'est ce que fait la première ligne. Et si vous regardez à la fin de la première ligne, mon contexte a évolué. J'ai construit un point x0 à l'intérieur de cet espace x. Et une fois que j'ai construit ce point x, comment je vais démontrer le même? Il faut que je trouve un point x à l'entier n. Et bien, le point que je vais prendre, c'est le point x0, et l'entier n que je vais prendre, c'est 0. Et à ce moment-là, il me reste juste à vérifier que f appliqué 0 fois x0, ça fait bien x0. Et là, j'appelle une routine qui s'appelle le simplificateur, qui regarde un petit peu, qui travaille un petit peu, et qui dit ok, c'est bon, c'est trivial, je sais faire tout seul, je suis convaincu. Pourquoi j'ai appelé mon vrai trivial? C'est parce que quand je vous ai dit il y a un point périodique, c'est pas à ça que je pensais. Je pensais, je dois avoir un entier positif qui envoie x sur x. Là, c'est l'énoncé que je vous ai écrit est vrai, mais n'a aucun intérêt. Alors, Lynn ne sait pas bien, parce que ma démonstration est juste. Si je lui donne un énoncé stupide, Lynn ne va pas se plaindre, il va juste vérifier après si ma preuve de cet énoncé stupide est juste. Donc maintenant, le truc que je veux vraiment faire, c'est le vrai et le moins trivial, pas si difficile que ça quand même, c'est j'affirme que je vais pouvoir trouver un point x et un entier n positif. Alors, une espèce de wedge comme ça, c'est et, c'est un symbole logique qu'on utilise rarement quand on fait des maths habituelles. Mais il y a forcément un petit formalisme avec lequel il faut s'habituer quand on joue à ce genre de choses. Donc, j'affirme que je peux trouver un point x à l'entier n positif, tel que f de x est égal à x. Donc là, je commence la preuve comme avant, je prends mon point x0. Là, je vais essayer de formaliser l'argument que je vous ai illustré très rapidement. Et ben, je vais faire la même chose. Je vais dire l'orbite de x n'est pas injective parce qu'il n'y a pas la place de plonger à l'intérieur d'un espace fini infini. Donc là, alors le petit symbole là, c'est le nom en logique aussi. C'est assez pratique quand on met la souris dessus, il y a l'explication des symboles qui s'affichent. Donc la fonction qui a n associée à fn de x0 n'est pas injective, et injective c'est quelque chose qui a été défini quelque part dans la bibliothèque, et je ne vais pas vous montrer ce que c'est parce que c'était pas important. Et il se trouve qu'il y a un résultat qui est déjà démontré dans la bibliothèque, qui nous dit ça. Il n'y a pas de fonction injective d'un ensemble infini en temps fini, et dans la bibliothèque, on a aussi montré déjà que les entiers c'est un ensemble infini. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Si je devais vous démontrer ça à partir de rien, ça serait pénible. Et là, il y a suffisamment de choses qui sont disponibles dans la bibliothèque pour que ça soit raisonnable. Donc cette fonction n'est pas injective grâce à ce lemme not injective infinite finite pardon, qu'on peut aller voir si on veut, qui est dans un autre fichier qui s'appelle tar. Bref, je reviens dans le fichier que j'en ai fait. Et une fois qu'on a ce manque d'injectivité, j'en déduis qu'il existe deux temps k et l qui sont différents. Il y a le fk de x0, et bien la f de x0, la définition de l'injectivité, c'est une traduction de l'injectivité. Et à nouveau, il y a un lemme dans la bibliothèque qui déduit ça. En fait, c'est une reformulation de l'injectivité de la ligne d'avant. Alors, donc là, j'ai l'assertion qu'il existe k et l tel que. Je suis sûr que vos profs vous disent, quand on a il existe k et l tel que, vous n'avez pas encore le k et l, vous avez démontré qu'il existe k et l, mais après il faut dire prenons donc k et l qui vérifient cette chose-là. Alors en pratique, on a
tendance à passer un peu vite là-dessus quand on expérimentait, mais l'ordinateur est stupide. L'ordinateur ne se permet pas ce genre de raccourci, donc une fois qu'on a ça, je dis, eh ben, prenons le cas, prenons les mêmes qui vérifient la section de la ligne précédente, et c'est le même mot-clé obtain que ce que j'avais fait au début, pour partir de l'hypothèse du fait que oui, c'était valide, à prendre un point spécifique à l'intérieur de l'espace. Maintenant que j'ai ces deux plans carriels différents, ah ben là, il y a une petite disjonction de K, enfin, soit K est plus petit que L, soit L est plus petit que K, et suivant que ce soit l'un ou l'autre, et là, je vais faire une construction un petit peu différente. Et ben, faisons-le, donc je dis que soit K est plus petit que L, soit, là c'est le ou logique, soit L est plus petit que K, et là il y a un L de la bibliothèque qui déduit ça du fait que K est différent de L. Et ensuite, je vais traiter deux cas, soit K est plus petit que L, soit L est plus petit que K, c'est ce que fait le cas qui existe ici. Et donc là, quand on vient dans cette branche-là, où est notre contexte? On peut regarder le contexte, on a nos deux entiers K et L, on a le fait que K est différent de L, on a le fait que Fk de x0 est égal à Fl de x0, c'est comme ça qu'on a construit K et L, et en plus, on est dans la branche K est plus petit que L, et donc on a ce K petit que L comme je le faisais. Donc on va les utiliser pour construire le point qu'on cherche. Alors le point qu'on cherche, ça va être Fk de x0, et la longueur de l'ordre périodique, ça va être la différence entre L et K. Alors c'est exactement ce qu'on dit. On va utiliser Fk de x0 comme le point qui nous intéresse, et L-K comme la longueur de l'ordre périodique, et à ce moment-là, il nous reste deux choses à vérifier. Il nous reste à vérifier que L-K est bien positif, et il nous reste à vérifier que Fl-K de Fk de x0, c'est bien Fk de x0. Pour constructeur, ça va séparer les choses en deux, pour que je sépare. D'abord, il faut que je montre que L-K est positif, alors vous avez peut-être que L est plus grand que K, donc évidemment L-K est positif, alors vous pouvez aller chercher le lèvre à la bibliothèque qui dit ça, ou vous pouvez appliquer directement. Tout à l'heure, on avait le simplificateur qui essayait de faire des choses tout seul. Là, pareil, il y a une autre tactique, une sorte de programme informatique qui tourne dans vos dos, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça fait. Et si ça marche, Lynn est content et aura le droit. Alors, j'aurais peut-être dû vous montrer ce qui se passait si Lynn rame. Si je fais une faute de syntaxe, vous voyez des petits zigouilles rouges qui apparaissent à l'écran. Lynn rame, il dit je ne comprends pas ce qui se passe, unscore rules, il dit qu'il y a quelque part qu'il y a une erreur de syntaxe, une non active. Donc, en fait, quand on écrit des preuves comme ça, c'est complètement interactif. On écrit des choses, on fait des fautes de syntaxe, Lynn râle, on corrige. Et puis de temps en temps, on se dit, oh là c'est simple, peut-être que Lynn va réussir à débrouiller tout seul, et donc on essaye le certificateur ou Odelia ou des choses comme ça. Et donc là, pour déduire du fait que K est petit que L, le fait que 0 est plus petit que L, il arrive tout seul. Heureusement. Et ensuite, il s'agit de vérifier que Fl-K de Fk de x0, c'est Fk de x0. Donc vous allez me dire, c'est trivial. Effectivement, c'est trivial. Je vais d'abord appliquer le lemme iterate add-apply qui me dit que Fl-K de Fk, c'est Fl-K plus K. Donc voilà, j'applique ce lemme et ça fait que mon but a changé. Si vous voyez d'une ligne à l'autre, là j'ai Fl-K de Fk qui se transforme en Fl-K plus K. Et ensuite le L-K plus K, il se trouve que c'est L. Et ça, je l'ai affirmé avant, je l'ai vérifié avec Omega, donc je vais pouvoir appliquer ce truc-là pour transformer le L-K plus K en L. Et ensuite, le fait que Fl de x0, c'est Fk de x0, c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon contexte CH. Donc je peux appliquer ça, et dans cette branche de l'alternative, j'ai terminé la preuve. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que je me suis embêté avec cette ligne add h, n-k plus k equal n? Parce que c'est une évidence. En fait, c'est pas complètement une évidence parce que vous êtes sur des entiers. Et donc 3 moins 4 plus 4 sur les entiers, ça fait 4. 3 moins 4 plus 4, ça fait 4. Parce que 3 moins 4, ça fait 0, parce qu'on est dans les entiers, ça peut pas faire moins 5. Donc, il faut faire un petit peu attention, l'ordinateur est rigide. La soustraction de deux nombres entiers, c'est un nombre entier, donc ça ne fait pas toujours ce que vous pensez, c'est des choses auxquelles il faut s'habituer. L'ordinateur est rigide, l'ordinateur est stupide, et donc il faut lui détailler toutes les étapes comme ça pour qu'il soit convaincu. Et donc là, ça finit la première branche de l'alternative. Alors la deuxième branche de l'alternative, essentiellement, c'est la même chose que je vous écris de manière un peu plus condensée, parce que vous avez compris
vous avez à peu près vu comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on est bien familier avec ces outils, on peut les décrire de manière plus condensée. Mais c'est la même preuve que ce que j'ai fait au-dessus. Donc là, on peut avoir l'impression que pour faire ça, il faut connaître plein de choses. Par exemple, le nom de ce lemme, finite.existema.infinite, on aurait envie que l'ordinateur nous aide un petit peu plus pour faire ce genre de choses. Si on doit connaître par cœur tous les lemmes dans la librairie, on ne va jamais arriver à quelque chose. Il se trouve qu'il y a plein de choses qui sont faites pour que l'ordinateur nous aide dans la mesure de ses faibles capacités. Par exemple, là, je peux lui demander, essaye de me trouver dans toute la bibliothèque un lemme qui s'appliquerait et qui démontrerait le résultat dont j'ai besoin. Et vous voyez que là, quand je mets exact point d'interrogation, ça veut dire, est-ce que tu sais résoudre ce que j'essaie de te démontrer tout seul en appliquant un lemme qui a déjà été démontré quelque part dans la bibliothèque. La bibliothèque fait 1,5 million, donc c'est un peu long à fouiller, mais il se trouve que c'est l'avantage des ordinateurs, ils sont rapides. Ils sont stupides, mais ils sont rapides, et donc là, il n'a aucun problème pour aller me trouver le lemme qui s'applique bien. Et en fait, c'est comme ça que j'avais trouvé la suivante. Je n'avais pas tapé moi-même. Et en fait, à peu près toutes les étapes de cette preuve se font avec des exacts points d'interrogation. Donc cette preuve est assez facile à écrire parce qu'elle est suffisamment simple. C'est quand même à moi d'avoir l'idée de dire c'est injectif et donc il y a un principe de pouvoir, il y a deux points qui vont préciser, mais une fois qu'on a l'idée, la formalisation n'est pas très compliquée. C'est un peu fastidieux, comme vous pouvez voir, mais c'est quand même raisonnable. Alors, il y a plein d'intérêts d'avoir des organisateurs, d'avoir des ordinateurs ici, d'avoir des ordinateurs aussi, ils sont donc, un des intérêts, c'est que l'ordinateur est capable de vous dire si vous avez utilisé toutes les hypothèses dans vos démonstrations. Donc l'int, c'est quelque chose qui dit repasse tout ce que j'ai fait dans le fichier en cours et dis-moi si j'aurais pu être plus intelligent à certains endroits. Donc là, il me dit oui. Dans le lemme vrai et trivial, j'ai pas utilisé la finitude de l'ensemble X. Effectivement, la preuve était tellement débile que je n'avais pas la preuve de la finitude de l'ensemble X. Donc je peux enlever l'hypothèse et ça ne change rien. La preuve marche encore. Par contre, dans le lemme vrai et moins trivial, où j'ai utilisé cette hypothèse, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de retirer l'hypothèse? Et bien là, il râle. Il râle pourquoi? Parce que ces deux lemmes que j'ai appliqués ont besoin de l'hypothèse de finitude. Et comme je vous ai dit, Lin respecte les règles de la logique. Quand vous voulez appliquer un lemme, il a besoin des hypothèses de ces lemmes. Donc je remets l'hypothèse en question. Et là, vous pouvez voir que Lin râle encore, parce qu'il me dit que j'ai fait une déclaration dans la preuve qui ne sert à rien. Parfois, on fait ça dans les copies aussi. Il y a plein de choses qui servent à rien, ça fait râler les profs. Ils ont raison, et ça fait râler Lin, pareil. Là, il me dit, cette ligne de l'injectivité, en fait, je n'en suis pas servi. Parce que le lemme suivant n'est pas formulé en termes de l'injectivité, il est juste formulé en termes d'une application d'un ensemble infini dans un ensemble fini. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut vérifier, on va voir ce qu'on peut dénoncer. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'avais plein d'autres choses à vous raconter, mais je crois que j'arrive à peu près. Il me reste 2 minutes. D'accord. 2 minutes, plus les questions. Okay. Alors, 2 minutes. Vous avez vu que c'était un peu fastidieux, et en même temps, on se dit que l'intelligence artificielle pourrait être utile pour ce genre de choses. Si vous avez déjà essayé de discuter avec ChatGPT pour lui demander des profs de maths, souvent ChatGPT dit n'importe quoi, mais en gros, elle a des bonnes intuitions de ce qui se passe. Surtout s'il a déjà vu la preuve ailleurs. Il a des bonnes intuitions. Et donc, il y a des projets d'interfacer des grands modèles de langage type ChatGPT avec Lin
ChatGPT a tendance à avoir des hallucinations, à dire un petit peu n'importe quoi, et s'il essaie de parler à Lynn, et Lynn lui dit non, mais là je ne comprends pas. ChatGPT essaie de se corriger, et avec une boucle comme ça, on réussit à faire en sorte que les grands modèles de langage ne puissent pas dire n'importe quoi. Et il se trouve qu'il y a eu des grands progrès dans cette direction-là, et récemment, il y a une intelligence artificielle construite exactement comme ça. L'interaction entre un grand modèle de langage et la bibliothèque mathématique que je viens de décrire, qui a été capable de résoudre des problèmes de maths sérieux. Alors, pas des maths de recherche avancée au sens qu'il y a un concept, mais des maths astucieux, des problèmes de l'Olympiade internationale de maths. Sur la dernière Olympiade internationale de maths, une équipe de biologues, qui a fait que je viens de décrire, a réussi à trouver des solutions automatiques à 4 exercices sur 6, ce qui est quand même assez remarquable. Et donc il pourrait que dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, ces outils deviennent vraiment plus puissants et encore plus pratiques à utiliser quand il y aura cette interaction entre les deux aspects. Pour l'instant, on n'en est pas là, et je ne vous cache pas que quand on formalise des maths, c'est à peu près ce que je vous ai montré, donc il faut pas mal d'huile de couille. Voilà, je vous remercie. Alors, on a eu le temps pour poser quelques questions. Oui, il y a d'autres assistants de preuve, notamment Coq, Isabelle, que vous avez parlé. Et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes pour formaliser la notion de continuité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue? Comment on fait avec Lynn? Pourquoi ça marche? Alors, oui, la question c'est est-ce que ça pose des problèmes de formaliser la notion de continuité dans les assistants de preuve? Et la réponse est je vais dire qu'une fonction de R dans R est continue d'un point X, c'est pour tout epsilon, il existe le delta, tel que si R moins X est plus petit que delta, alors R moins X est plus petit que epsilon. C'est une définition qui a parfaitement un sens, et c'est comme ça qu'on écrit dans Lynn. Alors, là, ce qu'il y a derrière la question, c'est quelle logique on s'autorise quand on fait des maths, en particulier dans l'assistant de preuve Coq. La communauté qui vient beaucoup du monde informatique a tendance à aimer que les choses soient constructives. Et quand on fait des maths constructives, on ne s'autorise pas l'action du choix, on ne s'autorise pas le tiers exclu. On doit faire attention à la manière d'écrire les choses. Et il se trouve que la communauté maths libre, qui vient plus former le matheux, n'est pas vraiment intéressée par ces questions, et donc on n'a aucun remords à utiliser l'action du choix, le tiers exclu, tout doublé, et donc ces problèmes disparaissent. Merci.